Commençons maintenant le modèle de tâche. Donc, le modèle de tâche, il s'inscrit toujours dans le point de vue sémantique du macroscope par rapport à la méthode MASC. C'est un modèle qui permet de représenter la stratégie pour résoudre le problème ou les problèmes qui sont posés dans des cas concernant le système de connaissances. Donc, c'est la décomposition en tâches, c'est comment résoudre le problème proprement dit. Donc, vous rappelez de l'exercice qu'on a fait pour la toute première séance. Si on veut remplacer un pneu, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on a commencé à lister les différentes tâches à effectuer pour pouvoir remplacer le pneu. Et vous m'avez dit qu'il est important de organiser ces tâches entre elles. C'est vrai, la majorité des tâches étaient des tâches qui sont séquentielles, mais il y avait aussi des tâches qui sont alternatives et autres. Donc ça, c'est l'objet de ce modèle, à savoir le modèle de tâches. Donc, quel type de tâches doit-on résoudre et comment résout-on généralement ce type de tâches? Ça, c'est les questions auxquelles répond le modèle de tâches. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une tâche par rapport pour la méthode MASC? Donc, une tâche est désignée par un verbe et il est décomposé en plusieurs sous-tâches jusqu'à ce qu'on arrive au niveau le plus bas. Donc, là, ce qu'on appelle une tâche terminale ou bien une tâche finale. Le modèle est un modèle qui se lit de haut en bas et qui se lit de la gauche vers la droite. Il a une représentation plutôt sous forme d'organigramme. Le diagramme de tâches, il ne faut pas faire la confusion, ce n'est pas un arbre de décision. Donc, toutes les tâches ils sont effectuées en fonction des conditions pour les tâches répétitives et les tâches alternatives, mais les autres tâches aussi ils sont effectuées. Donc, on n'a pas de nœud qui n'est jamais exploité, comme dans le cas de l'arbre de décision. Donc, le modèle de tâche, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a de particulier une représentation, donc des symboles qui sont particuliers, à savoir le cercle plein, les deux lignes parallèles, le losange, le cercle avec un crochet, et puis on a un cercle tout vide. Donc, on a, commençons par le plus simple, donc on a des tâches qui sont séquentielles, donc ça, le cercle plein, ça représente des tâches séquentielles. On peut trouver le cercle vide aussi qui représente les séquences et on garde le cercle plein pour la première tâche, ou bien la tâche principale. Et puis, comme on l'a vu ici, on laisse les cercles vides pour les autres tâches. Mais même si on fait un cercle vide, il n'y a pas de problème. Donc, ça représente une tâche qui est séquentielle. Donc, les tâches qui sont séquentielles, ce sont les tâches qui se font successivement les unes après les autres. Par exemple, je prends les clés, je démarre la voiture. Je prends l'ordinateur, je le démarre. Je prends mon livre, j'ouvre la page dans laquelle je me suis arrêtée, etc. Ça, c'est par rapport à la séquence. Pour ce qui est de la tâche alternative, c'est une tâche, c'est un losange. Donc, c'est un losange. Le losange, tout comme dans le SADT ou bien BPMN, le langage de des diagrammes ou bien des graphes de modélisation, ça signifie qu'il y a une alternative. Et qui dit alternative dit condition. Donc, les sous-tâches, ils seront faites si la condition de la tâche est vraie. Donc, si je suis en vacances, je me réveille tard. Sinon, je me réveille tôt. Donc, ça, c'est une condition. Donc, et dépendamment des conditions, on exécute les tâches. Si oui, on fait ceci. Sinon, on fait l'alternative. Ça, c'est l'alternative. Puis, il y a les tâches qui sont parallèles. Donc, c'est les deux lignes parallèles. Les deux lignes parallèles, ça signifie que
les deux tâches ou bien les sous-tâches en question, ils sont effectués, ils sont faits au même temps. Je tiens le clou et je tape sur le marteau. C'est des choses que je fais parallèles. Et puis, on a la répétition, bien les tâches qui sont répétitives. Donc, les sous-tâches ils sont effectuées tant que ou jusqu'à ce que des conditions sont vraies. Donc, c'est des boucles while et c'est des boucles do while. Donc, on les représente avec la séquence, le point, ou bien le cercle plein de la séquence avec un crochet. Donc, le crochet, il signifie la répétition jusqu'à ce qu'on arrive à une condition. Maintenant, on va expliquer comment ça marche. Pour faire un modèle de tâche, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc maintenant, on comprend le modèle de tâche. Donc là, c'est des tâches qui sont séquentielles. Pour faire un modèle de tâche, donc d'abord, il faut définir, tout comme le modèle de concept, il faut trouver le concept racine. Là aussi, il faut trouver une tâche principale, à savoir la tâche la stratégie de résolution de problèmes. Donc, la résolution de problèmes se résume à deux questions. Quel type de tâche doit-on résoudre et comment doit-on résoudre, comment faire pour résoudre cette tâche? Une fois on définit cette tâche principale et on peut relier les autres tâches avec les différents liens qu'on a vus, à savoir des tâches séquentielles, des tâches alternatives, des tâches répétitives ou bien des tâches parallèles. Pour réaliser le modèle de tâche, il faut faire l'arbre de décomposition exactement comme ce qu'on a fait pour le diagramme de contexte. Donc l'analyse, il est guidé par l'ordonnancement des tâches et non par l'échange des données ou de flux entre les tâches. Il n'y a pas d'échange de flux. Donc là, il ne faut pas faire la confusion, il faut plutôt penser ordonnancement. Qu'est-ce que je fais en premier? Qu'est-ce que je fais en deuxième? Qu'est-ce que je fais en énième pour remplacer le pneu? Donc, et puis, il faut faire aussi, donc séquentiellement, il faut identifier le problème à résoudre et il faut donner un nom à la tâche. Donc, la tâche, il est souvent représenté avec un verbe, comme vous l'avez vu. Donc, si on fait le complément de ces verbes, ça ne dérange personne, mais de préférence faire le verbe, modéliser les tâches, identifier le problème, donner un nom, faire l'arbre, modéliser un niveau, etc., etc. Donc, il faut faire identifier le problème à résoudre et donner un nom à la tâche. Donc, identifiant le problème, donc bien sûr, problème et les sous-problèmes par conséquent. Et pour faire l'arbre de décomposition, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut modéliser un niveau de sous-tâche et il faut compléter le modèle. On laisse compléter le modèle comme d'habitude à la fin. Pour modéliser un niveau de sous-tâche, il faut faire parallèlement, il faut identifier les sous-tâches et il faut identifier le mode de contrôle. Bien sûr, est-ce qu'on va utiliser des tâches qui sont parallèles, répétitives, alternatives, séquentielles? Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut facilement faire puisqu'on a déjà fait des diagrammes d'état-transition. Si on réussit à faire un diagramme d'état-transition, donc facilement, on va pouvoir faire un modèle de tâche parce que la logique d'état-transition, modèle de tâche est aussi BPMN, il est un petit peu la même. Donc, c'est un diagramme qu'on donne à quelqu'un et ça lui permet de résoudre le problème proprement dit. Comme vous voyez, l'important, ça c'est la dynamique de la connaissance en question. Donc, pour l'identification des modes de contrôle, on peut être assez souple sur la distinction des modes de contrôle. Il ne s'agit pas de modèles extrêmement formels qui doit être automatisé, mais plutôt un modèle qui permet de montrer comment ça marche. Et donc, on peut avoir de la souplesse dans ce sens-là en exploitant les différents composants possibles. Pour compléter le modèle de tâches, donc il faut identifier les tâches qui sont décomposables dans le modèle et puis il faut décomposer, donc bien sûr les tâches qui sont décomposables, on va les faire en nombre, bien sûr pour soulager, je le répète pour la énième fois, pour soulager votre modèle. Et par la suite, on répète la tâche suivante, on fait une décomposition pour chaque tâche jusqu'à ce qu'on arrive à la tâche la plus élémentaire. Un modèle de contrôle des tâches. Pour la tâche alternative,
Les conditions sont souvent exclusives. On n'est pas obligé de donner des conditions si la condition n'est pas spécifique. La condition implicite est le choix de l'exécutant. On peut avoir des tâches avec des conditions qui sont implicites ou bien des conditions qui sont explicites. Ça, c'est quelque chose qu'on fait lorsqu'on fait un diagramme d'état-transition. Parfois, on doit expliciter la condition, mais parfois, la condition, ça va de soi. Pour la tâche séquentielle, alors, c'est une séquence, mais il ne faut pas cependant chercher à être très strict dans le séquencement. Risque de ne pas pouvoir résoudre le problème, ou bien de louper des tâches qui sont importantes pour résoudre ce problème en voulant être très séquentiel par rapport à ces tâches. Pour les tâches qui sont parallèles, c'est des tâches qui remplacent la tâche séquentielle quand le séquencement est flou. Donc, je ne peux pas dire ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième, mais je veux faire tout ça, mais en parallèle, en même temps. Pour certaines connaissances, c'est impossible. On est obligé d'être séquentiel. Mais souvent, ça s'impose. On peut se retrouver face à une situation où il faut mettre des tâches parallèles. Pour les itérations, on peut exprimer itération par des listes d'objets, par l'appartenance à un ensemble ou par une condition d'arrêt. Donc, c'est la logique algorithmique, proprement dite. Et pour la récursivité, il faut décrire une tâche générique qui se réutilise elle-même. On peut faire aussi de la récursivité ou bien de la réflexivité, c'est la même chose. C'est une astuce de modélisation. La tâche qui s'appelle elle-même est représentée comme une tâche normale. Et il faut faire attention de donner le même nom. Et la récursivité n'est pas évidente, bien sûr, lorsqu'on n'a pas beaucoup d'expérience, mais c'est un scénario qui est possible. Donc, on peut avoir une tâche qui séquentionne. Par exemple, imaginez qu'on va ouvrir le jeu de petites boîtes, les unes après une boîte après une autre boîte, une boîte à l'intérieur d'autres boîtes, pour trouver la petite clé dans les jeux de résolution d'énigmes. Donc, dans ce cas-là, on va faire ouvrir la boîte et puis cette tâche ouvrir la boîte, il y aurait une récursivité, ouvrir la boîte, puis ouvrir la boîte à l'intérieur de la boîte, puis ouvrir la boîte à l'intérieur de la boîte jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière boîte et on retire la clé. Donc, c'est un phénomène, c'est un type de tâche qui est récurrent dans la nature, qui existe. Alors, on pourrait rajouter des tâches de type temps réel dès que, pendant que. Donc, les expressions tentées montrent que la modélisation devient mal adaptée lorsqu'on introduit l'axe temporel. Mais parfois, c'est indispensable. Dès que la concentration atteint telle, je fais la tâche suivante. Okay. Donc là, je peux résoudre ça avec une alternative, oui. Si la concentration est égale à telle, je fais la tâche, sinon j'attends. Donc dire une tâche appelée une tâche j'attends, c'est un petit peu lourd, hein, mais là, on peut l'utiliser, sinon il faut ajouter un indice. Et on peut faire une succession de contrôles sans être obligé de nommer des tâches intermédiaires. Et c'est une facilité de modélisation très utile dans le sens où une tâche, il suit une autre tâche, mais il n'y a pas vraiment de contrôle à faire. Okay, donc ça allège le modèle. On n'est pas toujours obligé de contrôler. Sinon, si on se met dans cette logique, on va trouver tout en alternative. On va tout mettre avec des alternatives, ce qui n'est pas bon, ce qui ne reflète pas la réalité. Voilà, donc maintenant, on va présenter un exemple de